bonjour à tous. Cher Alain, merci beaucoup de m'avoir convié à ce colloque qui était prévu depuis 2 ans. Je tiens déjà à m'excuser avant tout pour mon absence, mais c'est véritablement indépendant de ma volonté. Alors, les garanties en finance locale sont en quelque sorte un jeu à 3 bandes avec les ressources des collectivités, une réforme, peu importe qu'elle concerne cette réforme, la fiscalité, les dotations ou un choc extérieur, est la volonté de l'État de préserver une ou des situations existantes. La doctrine s'est peu intéressée à cette question des garanties, expliquant une certaine difficulté de qualification. En effet, l'approche dominante consiste à considérer les garanties comme étant un aspect technique et donc ne nécessitant pas une analyse plus poussée que cela. Cependant, lorsqu'on regarde un petit peu plus dans le détail, on se rend compte que ces garanties sont des mécanismes presque consubstantiels aux finances locales, tant ceux-ci sont nombreux, et véritablement, c'est le reflet d'une matière dans laquelle les réformes sont devenues le quotidien des lois de finances, soit en matière de fiscalité ou de dotation. C'est d'ailleurs une question sur laquelle on doit réfléchir, tant les réformes sont nombreuses depuis 20 ans. Et je ne sais pas si vous y avez fait attention, mais les annonces d'hier de Bruno Le Maire, annonçant une nouvelle réforme des impôts de production et sans doute de la CVAE, en 2023, confirme finalement la place des collectivités, c'est-à-dire les collectivités territoriales, pour reprendre un terme des finances locales, sont véritablement des variables d'ajustement des politiques nationales. Alors, la présente étude ne s'intéresse pas aux garanties destinées à préserver les finances locales de chocs extérieurs, comme en matière d'emprunt structuré ou durant la période Covid. L'idée de garantie intègre différents mécanismes créés par le législateur pour préserver des situations acquises par les collectivités ou limiter les effets de certaines réformes. Dans la plupart des cas, notons qu'il s'agit de choix politiques. La première question qui se pose est celle de savoir si on doit dissocier la notion de garantie des compensations fiscales versées par l'État à la suite de réformes fiscales. En effet, vous le savez, dans la plupart des réformes fiscales, on a généralement un ajustement qui est versé sous la forme de compensation. Et à mon sens, il faut intégrer ces compensations dans les garanties, car on a bien deux types de compensations. Les compensations d'exonération fiscale, qui là ne sont pas intégrées dans l'idée de garantie, mais ces compensations liées à une réforme fiscale sont bien des garanties liées à une réforme donnée. Donc, le maintien de compensation avec un montant figé depuis l'année N aboutit à des compensations stables pour les collectivités, fondées sur un niveau de richesse fiscale l'année de la réforme. Or, ce montant se trouve rapidement stabilisé pour de nombreuses années. On peut considérer que les compensations constituent des garanties pour les collectivités territoriales concernant une réforme donnée. Cependant, et c'est un aspect assez marquant de ces garanties, c'est qu'on va le voir que l'État est omniprésent tout au long de l'évolution de ces garanties et n'hésite pas à les remettre en cause dans certains cas. Deuxième caractéristique pour essayer de définir ces garanties, c'est qu'on se rend compte qu'elles remplissent des missions très diverses. On l'a dit, elles peuvent avoir une fonction de compensation. Dans certains cas, elles vont avoir une fonction d'incitation, voire d'amortisseur contre des effets de seuil liés à des effets des finances locales ou à la conjoncture économique. Et on peut revisiter l'histoire des finances locales au travers des garanties qui ont été créées. Si on remonte depuis les années 2000, on a en 2000 la création de la dotation de compensation concernant la réforme de la part salaire de la taxe professionnelle. 2005, on a le complément garanti qui a été calculé pour garantir à chaque commune un niveau de dotation au moins égal à celui de 2004, majoré de 1%. On a en 2009 la DCRTP, dotation de réforme de la taxe professionnelle, sur laquelle nous reviendrons plus longuement. 2018, création de nombreuses garanties au sein de la dotation d'intercommunalité à la suite de sa réforme. On a, à partir de 2019, les garanties de non-baisse pour les communes nouvelles. Et plus récemment,
on a également des garanties concernant la dotation de solidarité urbaine ou la dotation de solidarité rurale. Alors, bien évidemment, ces exemples ne sont pas exhaustifs et il y a d'autres mécanismes au sein des finances locales. L'essor de ces garanties aboutit à un effet paradoxal dans les relations État-collectivité. Ces collectivités se trouvent davantage exposées à des modifications législatives et donc à l'emprise de l'État. Au final, il apparaît que plus les garanties sont mises en place, plus l'État est présent et manipule les finances locales. Ces garanties, comme nous le verrons, se généralisent, ce sera notre grand 1. Or, cela est révélateur de la volonté de préserver des situations acquises, certains diront la libre administration, au profit d'une répartition équitable des ressources publiques entre territoires. Cela sera notre grand 2. Donc, grand 1, la généralisation des garanties en finances locales. Alors, les garanties créées par le législateur présentent plusieurs caractéristiques. On a tenté d'identifier 2 catégories. La première regroupe des mécanismes créés par le législateur pour limiter les effets indésirables de réforme, peu importe que la réforme soit de nature fiscale ou qu'elle concerne les dotations. Et finalement, ces garanties, elles ont vocation à apporter de la stabilité en présence d'effets parfois instables de réforme. Nous verrons que cela n'est pas toujours le cas. Et la deuxième catégorie va concerner des garanties que nous appellerons structurelles, qui ont vocation à préserver les collectivités de baisse de recettes liées notamment à l'évolution de la conjoncture économique ou de mécanismes propres aux finances locales. Le premier point, des garanties de stabilité en présence d'effets instables liés à certaines réformes. On va examiner dans ce point-là 2 éléments plus particuliers. D'une part, la DCRTP et d'autre part, la dotation, les garanties concernant la création de la dotation d'intercommunalité. Lors de la réforme fiscale de 2010, qui a vu la transformation de la taxe professionnelle en la CET, je vous rappelle que le législateur a fonctionné entre guillemets en 3 temps, c'est-à-dire, premier temps, tout d'abord, il a réparti les nouvelles bases d'imposition, puis il a versé de la DCRTP qui provenait du budget de l'État, et enfin, il a ajusté les écarts entre les collectivités positives et les collectivités négatives avec le FNGIR, le Fonds national de garantie individuelle. Et à cette époque, la Commission des finances du Sénat avait parfaitement senti que la DCRTP constituait un risque pour les collectivités, car finalement, rien ne garantit, aucun mécanisme, ni dans la Constitution, ni dans la loi, ne garantit que l'État ne va pas, au fur et à mesure des années, revenir sur cette garantie, sur cette DCRTP. Si on reprend un extrait du rapport du Sénat de 2012, la Commission des finances indique bien que la Commission des finances a veillé tout au long des débats sur la loi de finances pour 2010 et à partir des évaluations chiffrées, parfois lacunaires, dont elle disposait, à ce que le montant des DCRTP soit le plus faible possible, l'objectif étant de remplacer les ressources fiscales perdues par d'autres ressources fiscales et d'éviter les dotations d'État. Et les craintes du Sénat se sont révélées effectivement justes, car au cours de la décennie 2010, notamment avec la loi de finances pour 2018, le législateur a intégré les DCRTP au sein des variables d'ajustement de l'enveloppe normée. Je vous rappelle rapidement le système de l'enveloppe normée. La plupart des dotations sont intégrées dans une évolution globale. Cette évolution globale, à l'heure actuelle, elle est stable, elle n'évolue plus, mais on a malgré tout certaines dotations qui évoluent. Ça veut donc dire, avec une enveloppe normée qui n'évolue pas, si certaines dotations évoluent, il faut en faire baisser d'autres. Et l'État a intégré la DCRTP comme variable d'ajustement. Alors, je ne sais pas si vous voyez les graphiques que j'ai mis au tableau, qui ont été projetés. Oui. Oui. Donc, on voit bien sur le premier graphique, en 2017, nous avons le montant de la DCRTP pour les intercos de 35 000 à 50 000 habitants.
Et on a en bleu marine et également en vert, oui, vert très clair. Justement, le vert très clair disparaît parce qu'il est caché par le 2020, car on a les mêmes montants, mais on voit bien que la DCRTP a considérablement diminué entre 2017 et 2021. Donc, la première caractéristique, c'est qu'on voit bien que ces garanties, en réalité, sont soumises à la mainmise de l'État. Le deuxième élément, le deuxième aspect, concerne la dotation d'intercommunalité et des garanties qui ont été créées. Alors, pour mémoire, en 2018, après l'échec de la réforme de la DGF, le législateur, sous l'impulsion du gouvernement, a décidé de réformer un des aspects les plus critiques de la DGF, qui était notamment la dotation d'intercommunalité, en ce sens qu'elle raisonnait, qu'elle fonctionnait par le biais d'incitations financières qui étaient liées aux catégories de PCI. Alors, je vais un petit peu vite, mais catégories de PCI. Et donc, à partir du moment où l'ensemble du territoire français était couvert par des EPCI à fiscalité propre, il n'y avait plus réellement d'intérêt à avoir un mécanisme d'incitation. D'où cette réforme de la dotation d'intercommunalité. Et en même temps que le législateur a créé cette dotation d'intercommunalité, il l'a réformée, il a créé un certain nombre de garanties, il a même créé 5 garanties qui sont prévues par l'article 5211-28 du CGCT. Alors, parmi ces garanties, on a une première garantie qui concerne que le montant perçu par l'EPCI à partir de 2019 soit égal à 95% d'avant la réforme. On a des garanties en cas de fusion ou de transformation. On a des garanties à partir d'une création de PCI. Et on a également des garanties en fonction du coefficient d'intégration fiscale. Alors, ces garanties, déjà, le premier élément qu'on peut indiquer, étant donné qu'on parle un petit peu de l'ouverture des données, c'est que la DGCL communique uniquement sur le montant global de ces garanties. On n'a aucun détail en fonction du type de garantie concernée. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, vous voyez le graphique que j'ai affiché. Donc là, on est sur les EPCI de 12 500. On ne t'entend plus, Mathieu. Les EPCI de 75 000 à 100 000 habitants, on voit bien que le montant des garanties augmente considérablement. Cela est tout à fait normal et c'est extrêmement révélateur des effets de la réforme. C'est-à-dire, la réforme de la dotation d'intercommunalité a très bien fonctionné. Elle a très bien fonctionné car les EPCI qui ont perdu étaient les EPCI les plus importants en population au profit des EPCI les plus ruraux. Donc, on voit bien que l'examen de la réforme par les garanties démontre l'efficacité de la réforme. Alors, ces effets de l'efficacité de la réforme, on les retrouve également lorsqu'on étudie les montants de la dotation d'intercommunalité en 2021 ou 2020 par rapport à 2017, d'avant la réforme. Alors, le deuxième élément maintenant concernant la généralisation des garanties, ça concerne les garanties structurelles en cas de baisse ou de hausse de certains mécanismes. Alors, c'est effectivement une tendance assez profonde au sein des finances locales, c'est la généralisation de garanties, notamment concernant l'évolution de la conjoncture économique. Ces mécanismes ont d'ailleurs vocation à se généraliser, ne serait-ce en fonction de l'évolution de la fiscalité des collectivités. À partir du moment, excusez-moi, où les collectivités perçoivent des recettes qui sont davantage dépendantes de la conjoncture économique que ne l'était la fiscalité du XXe siècle, c'est-à-dire assise davantage sur le foncier, il est normal de créer ces garanties. Ainsi, concernant la TVA, on a des mécanismes de garantie pour les régions. On a également des mécanismes qui ont été créés pour les départements. Bon, pour l'instant, ils n'ont pas été activés, mais c'est une garantie qui existe. Élément un petit peu plus nouveau et intéressant, qui interroge un petit peu, qui rejoint le débat de l'intervention précédente, c'est l'évolution de la fiscalité, notamment de la CFE, de la CVAE. Et on se rend compte que
on peut avoir des évolutions qui vont impacter les territoires, notamment les EPCI, mais qui vont impacter de façon différente les communes des EPCI. Et le législateur, sur ce point, a ouvert, entre guillemets, la possibilité pour le PCI de modifier des attributions de compensation, c'est-à-dire les ajustements financiers entre les communes et les EPCI en cas de baisse importante des bases fiscales au sein de l'EPCI. Et cela est tout à fait nouveau, car on voit bien que le mécanisme n'est plus du tout piloté par l'État, mais qu'il renvoie au niveau local la possibilité d'ajuster tout ça. Alors, le deuxième élément concernant ces garanties structurelles, on vient de voir des éléments qui concernaient la conjoncture économique, mais on a également des mécanismes qui concernent les finances locales. En effet, vous avez certains dispositifs, je pense notamment au FPIC, excusez-moi, le Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales, avec des évolutions possibles pour les collectivités, des variations d'une année sur l'autre. Et pour éviter justement des effets de seuil trop importants, on a intégré des garanties pour éviter qu'une collectivité qui était éligible au FPIC ne le soit plus l'année suivante. Alors, sur le graphique suivant, je vous ai mis les variations depuis 2016 jusqu'en 2021. On se rend compte que finalement, avec le mécanisme des garanties, les variations, donc là on est sur le versement, c'est-à-dire sur ce que reçoivent les EPCI et les communes, c'est-à-dire les ensembles intercommunaux, les variations sont relativement faibles. Les variations sont relativement faibles en raison de deux éléments. D'une part, le mécanisme du FPIC possède une très grande stabilité. Et d'autre part, pour les quelques collectivités qui sont à la marge, les garanties fonctionnent véritablement. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous indiquer dans le grand 1 concernant la généralisation des garanties. Voyons maintenant… Mathieu, je me permets juste de te demander éventuellement de résumer ta deuxième partie. Oui, je vais aller Il reste assez peu de temps. Merci. Je suis désolée. On va voir une deuxième partie que finalement, les garanties sont parfois contraires à une juste répartition des ressources publiques. La réforme de 2015, vous savez, qui a créé la dotation forfaitaire au sein de la DGF, a intégré les anciennes parts de la DGF, avec notamment le complément garanti créé en 2005. Or, cela aboutit à figer le montant par collectivité. C'est-à-dire que les collectivités, globalement, en 2021, vont percevoir le même montant qu'en 2014, qu'en 2013, avec uniquement un ajustement lié à un écrêtement ou alors à la variation de la population. On se rend compte finalement, lorsqu'on étudie un petit peu, lorsqu'on étudie dans le détail la répartition de la part forfaitaire, c'est-à-dire la part la plus importante de la DGF, que celle-ci est parfois contraire au potentiel financier et ou au revenu. Cela est tout à fait normal car on a figé des garanties dans le temps sur lesquelles on ne revient pas. Alors, cet élément d'avoir finalement une répartition des garanties qui est figée dans le temps, elle avait parfaitement été mise en lumière par le rapport Pires-Beaune qui avait préparé la réforme de la DGF en 2016. Et depuis, on ne revient pas dessus. Et véritablement, une réforme de la DGF implique de revenir sur ces montants garantis. Donc, je vais m'arrêter là. Je développerai dans la contribution écrite les écarts justement des évolutions au sein de la part forfaitaire en fonction des différents indicateurs utilisés qui démontrent finalement que la cristallisation des compléments garantis au sein de la DGF apparaît contraire à une juste répartition des ressources sur les territoires. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup d'être parvenu sur un sujet aussi technique à nous donner des clés de lecture sur ces dispositifs dont on voit bien qu'ils sont au cœur de l'acceptabilité des réformes, mais finalement qu'ils ne jouent pas uniquement un rôle temporaire, mais qu'ils s'inscrivent dans la durée. Ce sur quoi tu as insisté, c'est sur la difficulté finalement de revenir sur les acquis historiques de ces dispositifs. Merci Mathieu pour cette contribution.